Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Déjà, on est très ravis de vous accueillir ce soir. Je suis en compagnie de Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir à tous. L'objet de ce webinaire, eh bien aujourd'hui, sera l'actu bourse. Actu bourse autour des crypto-monnaies, hein, les cryptos et la blockchain notamment. On va pouvoir plonger dans cet univers et justement avoir ton expertise, Franck, là-dessus. Donc ça va être vraiment génial. Et puis, je pense qu'avec l'ensemble des événements à l'échelle macroéconomique de ce qui se passe en ce moment et l'actualité quand même assez importante autour des crypto-monnaies, on voit qu'il y a quand même des choses records, aussi bien pour le Bitcoin, qui est quand même une valeur de référence et de manière générale, l'univers crypto bouge beaucoup. Je pense que c'est important de se pencher là-dessus et donc c'est une superbe opportunité de t'avoir, Franck, pour pouvoir décortiquer tout ça. Eh ben, écoute, avec plaisir. Je pense qu'effectivement que Trump a dû faire des heureux, notamment ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a quelques temps et des autres tokens. Mais on va en parler, mais pas que de ça, Bien effectivement. Alors, je sûr, vais mettre ma caméra, comme ça vous allez pouvoir me voir. super. Et voilà, normalement c'est bon. Et Donc, vous avez ma tête normalement qui s'affiche avec la super, présentation. super, Voilà. nickel, Franck, on te voit. Je vais te laisser la parole dans quelques instants. Juste rappeler aux personnes qui sont avec nous qu'il y aura également une formation avec ton expertise autour des crypto-monnaies, de l'univers crypto, également des différentes blockchains, des différents tokens, etc. Donc ça va être vraiment ce rendez-vous qui va être prévu pour les intéressés de la crypto un peu plus tard, hein, à venir. Donc voilà, je tenais aussi à déjà faire ce petit teasing. Sans plus attendre, je te laisse la parole, Franck. Merci encore de ta présence et de ton expertise. Et à toutes et à tous, passez un très bon webinaire. Merci, avec plaisir. Effectivement, on va démarrer. Alors, juste pour vérifier, puisque apparemment tout le monde ne nous entend pas. Tout est OK, si c'est bon. Euh, le but, évidemment, de cette petite heure qu'on va passer ensemble, c'est de faire une introduction au Web 3.0, à la blockchain, aux cryptos. Je vais passer énormément de notions, puisqu'on est dans un écosystème qui est très, très large, avec énormément d'opportunités. Donc, on va les passer en revue, mais on ne pourra évidemment pas rentrer deep dive en profondeur dans tous les sujets. Donc, le but, c'est vraiment de vous démontrer, de vous montrer ce qu'on peut faire avec les cryptos, parce qu'il n'y a pas que le trading ou le holding, il y a plein, plein de choses, mais on aura à vous proposer une suite, effectivement, pour aller un peu plus en profondeur et surtout manipuler, parce que le but, en fait, c'est de manipuler et de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai nommé ce webinaire Introduction au Web3, blockchain et crypto, parce que c'est qu'une introduction, c'est un petit peu de teasing. Donc, le but, c'est que ça vous donne envie d'aller plus loin. Euh, je vais passer à la slide suivante et là, je vais effectivement voir si ça fonctionne. Ça a l'air de marcher. Tout le monde voit la slide, pas de conseil financier, j'imagine. Donc, juste un petit mot là-dessus. Je pense que c'est très clair pour tout le monde. Ma présence ce soir, c'est pas de faire de conseils financiers, c'est simplement de vous donner des outils et des moyens d'analyse. Je ne ferai jamais de recommandations sur ce que vous devez faire ou pas faire. C'est vous qui faites, mais moi, je suis là pour vous amener toutes les manières de penser, tous les outils, tout ce qu'il est possible de faire sur la crypto, les blockchains et le Web 3.0. Alors, sans attendre, je vais me présenter. Donc, moi, en fait, ça fait maintenant 8 ans que je travaille sur les cryptos à côté de mon travail, on va dire, salarié. J'ai formé pas mal de monde sur la crypto, des start-upers hyper connus, des gens qui passent à la télé, donc qui veulent être mon associé, des gens du sport, équipe de France de foot, etc., des gens qui ont investi dans la crypto suite à mes formations. Mais ma vraie vie, je dirais, puisque ça c'est ma passion, c'est effectivement le management d'une filiale IT, donc société d'informatique, d'une société européenne cotée en bourse. Et j'ai débuté par tout ce qui est formation en finance, en économie, ce qui fait que globalement, j'ai pu allier en fait tout ce qui est notions financières, on va dire macro, micro, etc., assez classique à cette nouvelle manière de voir la finance qu'est la crypto. Euh,
le but là, sur ce webinaire, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'assez complexe. Ça a été un pari, c'est de vous donner envie, de vous démontrer tout ce qu'on peut faire en 1 heure, en 55 minutes, puisque j'ai déjà consommé du temps. Ça a été super complexe, donc je vais essayer de vous traduire ça de la meilleure manière possible pour qu'à la fin, vous puissiez tous suivre ce qu'on vous proposera par la suite, encore une fois, pour être dans la manipulation et dans la découverte en approfondissant tous les sujets que je vais vous présenter. Donc, c'est parti. Donc, j'ai fait un programme en 3 temps. La première partie qui est vraiment quelque chose d'assez théorique. Je vais vous expliquer ce que c'est le Web3, la blockchain, la crypto, la décentralisation qui a été voulue autour de la crypto. Je vais vous expliquer quelques notions autour des CBDC. On en entend parler, ces monnaies numériques de banque centrale qui arrivent. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Donc ça, c'est très théorique. La partie 2, on va rentrer vraiment en profondeur dans tout ce qui est crypto. Et là, je vais vous parler, encore une fois, de manière assez théorique, du Bitcoin, d'Ethereum, des smart contracts, des plateformes, de la finance centralisée comparativement à la finance décentralisée, etc. Donc, partie 1, partie 2, on va dire assez théorique. Et partie 3, on va rentrer dans tous les cas d'usage que j'avais envie de vous présenter. Ah, je ne vois que l'image introduction. OK. OK, OK, OK. Est-ce que vous voyez le programme actuellement? Oui, super. OK. Donc, je le répète, désolé. Partie 1, partie 2, plutôt théorique, comprendre la blockchain, ce que c'est, à quoi ça sert. Partie 3, chaque cas d'usage qui sera décortiqué. Encore une fois, sans rentrer dans les détails parce que je ne pourrais pas, mais au moins, vous verrez en fait le champ des possibles, tout ce qu'on est capable de faire avec la blockchain, la crypto. Et encore, j'en ai mis de côté parce que globalement, certains sujets sont moins intéressants pour nous ce soir. Donc, je vous propose de démarrer directement avec la partie 1. Il est 18h07. On va durer, je pense, un quart d'heure sur la partie 1, pas plus. Et je vais vous parler de suite du Web 3.0 et de la blockchain. Alors, il faut savoir que le Web 3.0, c'est un peu l'aboutissement en fait d'Internet, puisque quand on regarde le schéma que vous avez devant les yeux, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs phases dans tout ce qui est Internet et Web. Alors, de manière très simple, vous avez, au début, on a démarré avec Internet dans les années 90, on est allé sur le Web 1 avec certaines plateformes que vous avez sûrement connues au tout début, Yahoo, Lycos, etc. C'était très statique. On pouvait simplement lire les informations qui avaient été écrites. Ensuite est apparu le Web 2.0 et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, lecture mais aussi écriture. En fait, vous pouvez justement vous interagir sur Internet avec le Web 2.0 et donc on a effectivement des logos comme LinkedIn, etc., les réseaux sociaux qui sont du Web 2.0. Mais on a un problème avec ça, c'est que les GAFAM, toutes ces grosses sociétés qui sont un peu les acteurs majeurs du Web 2.0, ont une fâcheuse tendance à cannibaliser vos données pour en faire quelque chose, les revendre, les utiliser à des fins publicitaires, etc., etc. Et ça, c'est un problème qu'on essaye de résoudre à travers le Web 3.0, qui est devenu quelque chose où on peut lire, écrire, mais aussi vérifier et surtout faire confiance. Alors, comment on le fait? Justement, on le fait à travers la blockchain, puisque le but, encore une fois, c'est de ressortir en fait de ces gros acteurs centralisés et de donner en fait le pouvoir aux utilisateurs qui vont décider ou non de partager certaines données. Donc, si on transfère ça sur la blockchain, on a des applications décentralisées qu'on va appeler les dApps, qui vont permettre de faire pas mal de choses de manière décentralisée. C'est le mot qu'il va falloir retenir pour ce soir, comparativement à ce qu'on a sur les serveurs centralisés. Et ensuite, pour créer une économie autour de tout ça, on a créé les crypto-monnaies, les tokens. Et là, il y en a pléthore. Et justement, ça sert effectivement à faire tourner tous ces narratifs économiques dans le Web 3.0. Et techniquement, on le fait tourner grâce aux smart contracts, aux contrats intelligents. Mais je rentrerai dans le détail de tout ça assez rapidement. Alors,
Si on devait résumer simplement entre le Web 2.0 et le Web 3.0, qui est pour moi le démarrage de de toute cette histoire blockchain et crypto, Web 2.0, c'est centralisé, c'est garanti, entre guillemets, par les entreprises, les GAFAM et toutes les autres. C'est ces entreprises-là qui ont le contrôle de vos données, qui peuvent censurer ce que vous écrivez ou non. Elles ont 100% de contrôle. Par contre, le Web 3, comparativement, ben, c'est décentralisé, c'est garanti par la blockchain, c'est vous qui avez le contrôle et c'est justement résistant à la censure. Et c'est important puisqu'encore une fois, cette notion de décentralisation, elle amène le pouvoir au peuple. Je ne l'ai pas dit auparavant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Pour l'instant, c'est plutôt très théorique, donc j'imagine que non, mais tout à l'heure, pour les cas d'usage, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, la blockchain, donc on a bien compris dans mon cheminement que le Web 3.0 utilise la blockchain comme élément, comme moteur finalement de fonctionnement. La blockchain, c'est quoi? C'est simplement un registre qui est décentralisé. Donc, il n'y a pas de gouvernance centralisée. Donc, c'est un registre qui enregistre des transactions de manière sécurisée, de manière transparente, puisque c'est de l'open book. Vous pouvez tous voir toutes les transactions depuis la première qui a été enregistrée jusqu'à celle qui a eu lieu il y a une seconde. C'est complètement ouvert. Vous pouvez lire la blockchain. Par contre, c'est anonymisé. Vous n'allez pas pouvoir savoir qui fait quoi, sauf si vous savez qui est derrière l'adresse qui a fait la transaction. Et évidemment, c'est immuable parce qu'il est totalement impossible techniquement, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, mais c'est impossible de pirater la blockchain, puisqu'aujourd'hui, les mineurs qui sécurisent la blockchain sont d'un nombre extrêmement important. Il faudrait pouvoir pirater 51% de la puissance en fait de minage de tous ces mineurs pour changer quelque chose dans la blockchain, ce qui est totalement impossible. Ça reviendrait presque plus cher que de pirater la NASA si je devais faire une comparaison comme ça. Donc la blockchain, n'oubliez pas, c'est un registre décentralisé dans lequel on enregistre les transactions. Ces transactions sont open book, sont transparentes, elles sont immuables. Une fois que la transaction est faite, on ne revient plus dessus. Il est impossible de l'annuler. On ne peut pas faire une contre-écriture, ça ne marche pas. Et c'est à 100% sécurisé. Les mineurs qui permettent effectivement à chaque bloc d'être validé sont rewardés, sont payés avec effectivement des fees. Donc, une partie des frais que vous allez payer, vous, pour faire une transaction, vont directement aux mineurs. Et les mineurs, ou plutôt maintenant, c'est des pools. À chaque fois qu'un pool trouve un bloc, donc quand il enregistre un bloc, il est rewardé de 3,25 bitcoins qui sont distribués à toutes les personnes qui ont participé effectivement à ce pool de minage. Mais je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Alors, le but de la blockchain et des cryptos, c'est que finalement, par rapport à une banque, vous possédez réellement vos assets. Toutes les cryptos, elles sont pas dans un wallet. Alors souvent, les gens vous disent, ben moi, j'ai installé MetaMask et mes cryptos, elles sont dans mon wallet. Non, vos cryptos ne sont pas dans votre wallet. Vos cryptos sont enregistrés sur la blockchain. Et le wallet, c'est simplement un outil qui permet d'accéder à vos assets, à vos cryptos qui sont enregistrés sur la blockchain. Donc, dans un wallet crypto, que ce soit MetaMask, Trust Wallet ou tous les autres, il n'y a absolument rien. Ce n'est pas un portefeuille. C'est vrai que le nom est peut-être galvaudé, mais ce n'est pas un portefeuille dans lequel vous mettez vos assets, vos tokens, vos cryptos. C'est simplement une clé finalement qui va vous permettre de vous connecter à la blockchain et d'avoir accès à vos assets n'importe où dans le monde, n'importe quand. Et contrairement finalement à une banque qui va vous montrer un extrait sur lequel vous avez vos fonds, vos assets, et finalement c'est la banque qui possède vos assets. Et on ne sait pas si demain il y a une crise mondiale, la banque pourrait décider ou les gouvernements de geler vos assets. Dans la blockchain, c'est totalement impossible. Ça vous appartient à 100% du moment que vous détenez votre clé privée. Et justement, la petite différence, mais j'y reviendrai un peu plus en détail, de clé publique et clé privée, c'est que la clé publique, c'est ce que vous communiquez à à un destinataire pour qui vous envoie de l'argent. L'argent non, mais qui vous envoie un token ou une crypto. Et la clé privée, c'est ce qui donne finalement le plein pouvoir, l'accès à votre wallet, et c'est ce qui permet de régénérer son wallet sur n'importe quel PC. Si votre PC, vous le perdez, il est volé, il brûle, je ne sais quoi, avec votre clé privée, vous pouvez régénérer votre wallet n'importe où dans le monde, sur n'importe quelle machine. Donc, logiquement, vous ne pouvez pas perdre vos cryptos. Vous avez toujours accès, à condition de toujours bien sauvegarder votre clé privée, généralement à froid, donc pas sur Internet pour éviter les piratages. Et encore une fois, je l'expliquais auparavant,
la blockchain permet cette forme de résilience grâce à la décentralisation, puisque c'est pas une entité qui va détenir vos fonds, c'est inscrit sur la blockchain. Il n'y a que vous, grâce à votre clé privée, qui pouvez avoir accès et qui pouvez valider des transactions et décider d'en faire quelque chose. Je vais rapidement passer au CBDC puisque les gouvernements ont décidé de créer, d'utiliser la blockchain pour créer des monnaies finalement numériques de banque centrale, hein, des Central Bank Digital Currency, donc des CBDC. En fait, c'est simplement de la monnaie numérique. Alors, vous allez me dire que c'est super puisque ça permet d'automatiser pas mal de choses. C'est pas faux. Maintenant, comme c'est fait par les banques centrales, les gouvernements, on aura les mêmes problématiques, à savoir il y aura toujours, ça sera toujours effectivement une monnaie inflationniste. On va créer de la monnaie quand on en aura besoin. À chaque crise, on va imprimer des billets, on va créer de la monnaie. Donc là, la M1, M2, M3, la supply va continuer à croître et générer de l'inflation. Ça sera toujours une gestion centralisée puisque ce sera les banques centrales et on pourra effectivement se retrouver face à une utilisation un petit peu politique de la monnaie dans certains cas. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche dans la blockchain. Justement, la blockchain et les cryptos étaient créés pour casser cette dynamique qui est justement trop centralisée avec trop de gouvernance. Et en plus, et c'est le cas en Chine, puisqu'en Chine, vous savez, on a cette espèce de crédit social, vous êtes un bon ou mauvais citoyen. Et bien en fait, la monnaie, la monnaie numérique de banque centrale, elle est inscrite sur une blockchain, elle est programmable, programmative. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'on peut programmer la monnaie. Et un jour, imaginons qu'on arrive sur un État qui décide de mettre en place le revenu universel, ben on peut vous dire, ben voilà, vous êtes un mauvais citoyen, vous êtes un bon citoyen, vous êtes un bon citoyen, vous recevez votre monnaie, vous êtes un mauvais citoyen, vous recevez que la moitié. Et en plus, comme vous êtes un mauvais citoyen, vous n'avez le droit que de dépenser X% dans les entreprises locales et vous avez, par exemple, 30 jours pour le dépenser et après, ben, ça se détruit, ça s'efface, la monnaie disparaît. Tout ça, on peut le programmer dans le code. Donc finalement, le gouvernement, les entités gouvernementales, étatiques, etc., auront encore une pression plus importante et un contrôle plus important des foules et des peuples. Et on sait effectivement que dans des pays comme la Chine, ben, c'est déjà compliqué avec ce crédit social. Si on rajoute encore la mainmise totale et une surveillance totale de ce qui se passe, de chaque transaction qui est inscrite dans la blockchain avec ces BDC, et on arrive à un état qui devient quasi totalitaire et ça peut être très embêtant. C'est pour ça que j'ai mis attention au CBDC, même si ça peut amener de l'innovation, c'est pas forcément bon pour le peuple en général dans le monde. Du coup, on a passé cette partie un petit peu blockchain, Web3, etc., très théorique. On va rentrer dans les cryptos et je vais vous expliquer pourquoi on a créé le Bitcoin, l'Ethereum, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. On va directement passer sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, ça date de 2009. C'est effectivement une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui s'est dit, bah, après la crise des subprimes, moi, je vais créer une meilleure monnaie. Alors, il faisait partie certainement des cypherpunks. Euh, c'est des gens qui ont une vision du monde un petit peu différente, qui veulent faire des choses non pas pour une entité gouvernementale, mais plutôt pour le peuple. Et il s'est dit, ben, moi, je vais faire une monnaie qui serait finie en termes de supply. Donc, on ne pourra pas en créer toutes les 5 minutes parce que justement, il y a une crise de subprime. Donc, elle sera limitée. Ma monnaie elle sera limitée d'ailleurs à 21 millions de jetons, 21 millions de bitcoins. Et cette meilleure monnaie, en fait, il n'y aura pas de gouvernance centralisée, je la veux décentralisée. Et c'est la blockchain, effectivement, qui a été créée, la première blockchain pour faire tourner cette nouvelle monnaie, cette meilleure monnaie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2009, le 3 janvier? On a miné le premier bloc. Donc, on l'a appelé le Genesis Block. C'est le tout premier bloc qui a été miné. Et quelques jours après, le 12 janvier, on a eu le premier échange sur la blockchain entre Satoshi Nakamoto et Al Finney, qui est maintenant décédé. Alors, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. Hein, on ne sait pas s'il est encore vivant ou pas. On n'a aucune idée de qui ça pourrait être. Et tant mieux, puisque du coup, il a pu lancer effectivement son projet sans qu'on puisse l'arrêter pour quelque raison que ce soit. Et à partir du moment où les premiers échanges ont eu lieu, que les premiers effectivement blocs ont été minés et que les gens devenaient mineurs les uns après les autres, ben, le réseau prenait de l'ampleur et il était effectivement presque inarrêtable, à tel point qu'à un moment donné, Wikileaks avait décidé de l'utiliser pour récolter des fonds.
En mai 2010, donc à peine un an après, il y a eu le premier échange commercial. Euh, une personne a échangé 10 000 bitcoins pour 2 pizzas. Et depuis ce jour-là, on l'appelle The Pizza Day, puisque ce 22 mai restera dans les annales de la crypto, puisque quand on compare maintenant la valeur de 10 000 bitcoins et la valeur de 2 pizzas, on se dit qu'il aurait mieux fait de les garder, mais il fallait bien démarrer par des échanges, et ça a été le cas effectivement le 22 mai 2010. Entre-temps, le Bitcoin a pris de la valeur, hein, puisqu'il commençait à être tradé sur des échanges décentralisés pour arriver à 1000 euros le Bitcoin en 2013. En 2017, les premiers investisseurs institutionnels sont arrivés, Grayscale, etc. Et on est monté sur un ATH all-time high de 19 783 $ le 17 septembre. Ensuite, il y a eu la crise du Covid, c'est redescendu à 3-4 000 pour remonter le 10 novembre 21 à 69 000 $. Donc, on a une explosion de la masse monétaire. Tout le monde a imprimé de la monnaie. Cette monnaie n'a pas forcément été investie dans l'économie, mais plutôt effectivement dans les marchés et dans tout ce qui était asset risk on. Donc, le Bitcoin en faisait partie. Et on a vu effectivement ce pic à 69 000. Ensuite, on a eu un espèce de bear market où c'est retombé pour voir arriver en début 2024 les ETF en spot et la nomination de Trump, ce qui a fait passer le Bitcoin au-dessus des 100 000 pour arriver à un ATH de 103 900 $ le 4 décembre. Alors, le Bitcoin, pour moi, c'est vraiment l'actif ultime, l'asset ultime. Pourquoi? Parce que c'est le seul asset au monde qui est limité dans sa supply. C'est limité dans le code. Personne ne peut plus le modifier. Il faudrait des milliards de cartes graphiques, de puissance de minage pour pouvoir modifier quelque chose. C'est totalement impossible. Et donc, aujourd'hui, c'est le seul asset qui est limité à 21 millions de jetons. On en a déjà miné 19,5 millions. On sait qu'il y en a 3 à 4 millions qui sont perdus. Et à l'époque, les premiers vrais investisseurs qui ont acheté du Bitcoin, c'est les frères Winklevoss, les jumeaux, qui ont gagné un procès contre Facebook, Mark Zuckerberg, parce que finalement, Mark leur avait volé leur idée. Donc, ils ont gagné un procès. Ils sont devenus millionnaires avec ce procès. Ils ont investi dans le Bitcoin et ils sont devenus multimilliardaires. C'est les premiers milliardaires du Bitcoin. Et quand on les a interrogés, on leur a dit, mais pourquoi vous avez fait ce move? Pourquoi vous avez finalement décidé d'acheter du Bitcoin alors que vous étiez déjà millionnaire? Pourquoi avoir pris ce risque? Et ils ont dit un truc qui est très juste. Ils ont dit, nous, on croit que le Bitcoin, c'est vraiment la meilleure manière de garder de la valeur, de sauvegarder de la valeur, store of value, comme diraient les Anglais, parce que c'est le seul asset au monde qui est limité. Même l'or qui fait office de refuge de valeur n'est pas limité, parce qu'un jour, imaginons qu'Elon Musk nous emmène sur Mars. Si ça se trouve, sur Mars, il y a des millions de tonnes d'or et du coup, on ira miner de l'or sur Mars et l'or perdra de sa valeur. Donc, les frères Winklevoss ont dit, pour nous, le seul asset qui est fini de par son code dans le monde, c'est les bitcoins. On a investi là-dedans parce qu'on y croit. Et en fait, ce qui est assez intéressant quand on regarde les assets au niveau mondial et qu'on compare, on se rend compte que le bitcoin, c'est encore tout petit par rapport à l'or, par rapport aux réserves mondiales d'or, par rapport au terrain agricole, par rapport aux bureaux, par rapport au marché boursier, par rapport aux 100 plus grandes capitalisations monétaires, par rapport aux dettes et surtout par rapport au marché des résidences principales. Donc, quand on regarde aujourd'hui, on voit par exemple que l'or vaut, enfin, la capitalisation de l'or était 12 fois supérieure au Bitcoin. Alors, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, c'est plus que 6 fois, parce que ce graphique a été fait quand le Bitcoin valait 50 000. On était sur une market capitalisation d'1 trillion. Aujourd'hui, on est sur 2 trillions puisque le Bitcoin vaut 100 000. Donc aujourd'hui, la market cap de l'or est 6 fois supérieure à celle du Bitcoin. Et comme on dit que le Bitcoin, c'est un peu l'or 2.0, c'est l'or de la génération X, Y, Z, parce que finalement, les gens ont plus maintenant envie d'avoir du Bitcoin que de l'or. Eh bien, si on se dit que le Bitcoin va rejoindre en termes de market cap celle de l'or, on peut se dire que pour arriver à ces fameux 12 trillions, il faut faire un x6, donc 100 000 x 6. On pourrait éventuellement, et encore une fois, ce n'est pas un conseil, mais on pourrait éventuellement se projeter sur une équité entre ces deux assets
et se dire qu'un jour, le Bitcoin ira coter 500 000, 600 000. Alors certains sont même plus positifs, comme Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, qui en achète tout le temps. Lui, effectivement, voit le Bitcoin à plus d'1 million dans quelques années. L'avenir nous le dira, j'en sais rien, mais moi j'aime beaucoup cette idée de dire que le Bitcoin c'est de l'or 2.0 et que la market cap de l'or sera un jour atteinte et à ce moment-là on aura un Bitcoin aux alentours de 500-600 000 dollars. Euh, Juste pour mémoire, donc le dernier cycle, hein, le Bitcoin fonctionne beaucoup par cycle. Le dernier cycle en novembre 21, on a eu 69 044 dollars et là on est sur un ATH effectivement il y a quelques jours à 103 900 dollars. Sachant que les premières transactions sont faites à 0,001 centime. Donc on voit le parcours de cet asset qui a été complètement dingue et je pense que c'est pas fini. Alors, après Bitcoin, qui est effectivement une blockchain qui permet de transférer de la valeur, Vitalik Buterin, un génie, un scientifique, un ingénieur, a voulu créer quelque chose d'encore plus puissant en termes d'usage, qui n'est pas que monétaire, c'est Ethereum et les smart contracts. Le but, effectivement, c'est de créer des blockchains qui permettent de faire tourner des applications automatisées, des contrats intelligents pour rendre en fait toute cette partie contractuelle totalement transparente, donc à livre ouvert, hein, en supprimant les intermédiaires, en ubérisant Uber et de la rendre accessible mondialement, de la rendre résiliente à la censure, etc. Et autour de de cette blockchain Ethereum et des smart contracts est née la DeFi, la Decentralized Finance. Donc là, c'est la finance décentralisée en français, dans laquelle on va faire plein de choses. Et c'est justement même ma troisième partie où je vous montrerai les cas d'usage. Et le but, effectivement, c'est de lire tout ce qu'il est possible de lire en termes de transactions, puisqu'il n'y a rien qui ne peut être caché. Donc, toutes les transactions, vous pouvez les lire. Simplement pour le faire, vous allez, par exemple, quand on parle de la blockchain Ether, vous allez sur Etherscan, vous mettez soit la référence de la transaction, soit l'adresse de l'expéditeur ou des destinataires, et vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dans la transaction, qu'est-ce qui a été transféré, quel token, à quel prix, donc de quelle adresse à quelle adresse. Et après, quand vous avez l'adresse de l'expéditeur ou du destinataire, vous pouvez voir tout ce qu'il a fait. Mais encore une fois, comme c'est anonymisé, vous ne savez absolument pas qui y a derrière chaque adresse. Mais comme c'est ouvert, vous pouvez lire toutes les blockchains. C'est d'ailleurs l'intérêt de la blockchain. Du coup, on a créé, alors je vais juste revenir en arrière, pour faire fonctionner la blockchain Ethereum et pour enregistrer en fait dans les blocs les transactions, on paye des frais qu'on appelle des gas fees. Ces frais sont payés en Ether. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'Ether, effectivement, est devenu un jeton qui n'a fait que monter, puisque cette blockchain a été de plus en plus utilisée pour créer autour de cette technologie un tas d'applicatifs, hein, des dApps, des Decentralized Apps. Et aujourd'hui, l'Ether est devenu un token qui est déflationniste, puisque technologiquement, on en brûle plus qu'on en crée chaque jour. Mais du coup, cette blockchain Ether et toutes les autres qui sont arrivées par après ont permis finalement la naissance d'un tas de tokens différents qui ont plus ou moins d'usage. Alors là, je les ai catégorisés. On a évidemment les tokens utilitaires, les utility tokens, donc Ether pour faire tourner la blockchain Ethereum, le BNB pour la blockchain BSC. On a des tokens de paiement comme le BTC, le Litecoin, LTC, etc. On a aussi des tokens de gouvernance qui permettent en fait de décider de voter, puisque chaque token vous donne un droit de vote et vous pouvez voter pour des features, pour des, des, des éléments d'amélioration en fait sur différents projets. Vous avez les NFT, les tokens non fongibles. Vous avez des tokens de stacking, j'y reviendrai. Des tokens de pool de liquidité. J'y reviendrai aussi, je vous expliquerai à quoi ça sert. En ce moment, on entend beaucoup parler des meme coins. Donc, vous savez, les mèmes, donc tout ce qui a un petit peu de hype sur Internet devient un mème et on en fait un token. Et surtout, les stablecoins qui permettent de transférer de la valeur simplement sans avoir effectivement à subir les variations de prix du token, puisque les stablecoins, leur principe, c'est de dire qu'un USDT, par exemple, ou un USDC vaut $1, quoi qu'il arrive.
Alors, c'est super utile hein, en termes de, je fais rapidement une digression sur la fiscalité française. C'est super utile dans la fiscalité française, puisque dans la fiscalité française, qui est le fait générateur de l'impôt, pardon, c'est quand vous transférez de la crypto, quand vous transformez de la crypto en fiat. Là, on estime que vous devez payer la flat tax. Et en fait, pour prendre simplement de la valeur, pour sortir finalement d'un projet, vous avez acheté le token ABC. Ce token ABC a fait x10. Vous avez mis 10 000 euros, vous avez 100 000 euros et vous ne voulez pas être fiscalisé, ben simplement, vous transformez ces 100 000 euros, 100 000 dollars en stablecoin. Donc, du coup, vous sortez du projet, vous vendez le token contre du stablecoin, donc du l'USDT, qui vaudra toujours 1 dollar pour un token. Et ça vous évite de passer par la case fiscalité. Alors, évidemment, si vous transformez cet USDT ensuite en euros, vous allez payer la flat tax. Mais si vous voulez réinvestir, ça vous évite justement de payer immédiatement les gains puisque tant qu'ils ne sont pas matérialisés par la transformation de crypto en fiat, vous n'êtes pas imposable. Par contre, petite parenthèse, vous avez quand même des risques sur ces tokens. La parité, puisque vous avez du dollar et vous êtes rentré en euros. Donc attention, vous avez un risque de piratage, même s'il est minime. Et vous avez surtout le risque de PEG, parce que derrière, en fait, ce dollar pour un USDT, on a une entité hein, qui s'appelle TTR, qui garantit qu'un USDT vaudra toujours 1 dollar. Comment? Sans entrer dans les détails globalement, parce que TTR, l'entreprise derrière USDT, ou Circle derrière USDC, nous dit, ben moi, j'ai mis en banque 1 dollar pour 1 dollar USDT que j'ai créé. Donc, à chaque fois que je crée un USDT, je mets 1 dollar en banque pour créer, en fait, pour sécuriser cette USDT. Mais comme personne ne les audite, ces gens-là, et comme ils ont toujours refusé de prouver ce qu'ils avaient en banque, on n'est plus très sûr qu'aujourd'hui, 1 dollar USDT est vraiment backé par 1 dollar dans la vraie vie. Donc, il y a un petit risque à ce niveau-là, puisque aujourd'hui, on n'a aucune garantie et que la capitalisation totale de l'USDT dépasse les 70 milliards. Donc, il faudrait un jour que Tether nous prouve qu'ils ont 70 milliards en banque. Alors, ils avaient sorti à un moment donné un graphique sur lequel ils montraient que c'était finalement plus 1 dollar en banque pour un USDT, mais ils avaient acheté de la dette américaine, ils avaient acheté des obligations, des actions, des cryptos, etc. Donc, on ne sait pas trop aujourd'hui combien, effectivement, enfin, comment est backé notre USDT, mais en tout cas, ça reste le stablecoin de référence. Euh, un élément, mais j'y reviendrai tout à l'heure aussi, quand vous cherchez un token, l'élément central à vérifier, c'est les tokenomics, l'économie des tokens. En gros, c'est éviter d'acheter n'importe quoi, n'importe comment. Par exemple, vous avez des gens qui vont vous dire que le PP, le Shiba, le Dodge, etc., ça va monter à 1 dollar. Aujourd'hui, le Shiba, quand vous regardez sur CoinGecko, il y a une circulating supply, donc on en a créé plusieurs millions de milliards. Donc il est totalement impossible que ça aille à 1 dollar. Et le problème, c'est que les gens souvent oublient de regarder la picture, oublient de regarder le token dans son entièreté, ne regardent que le prix, mais le prix ne veut rien dire puisque ce qui est important, c'est la market cap, le prix fois la quantité. Et donc, les gens comparent tout et n'importe quoi, et quand le token vaut 0,00001 dollar, ils vont vous dire, ben, ça se trouve, il va arriver à 1 dollar et je serai riche. Non, ça marche pas comme ça, puisqu'il y en a tellement en circulation que s'il devait arriver à 1 dollar, on dépasserait le PIB du monde. C'est pas possible, ça marche pas. Donc, pour moi, l'économie du token, comprendre comment est créé un token, quelle est sa supply, combien il y en a en circulation, combien on peut en créer, est-ce qu'on peut en créer d'autres par rapport à ceux qui ont déjà été créés, etc. C'est très important, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Rapidement, je vais vous parler de la CeFi et de la DeFi. DeFi, Decentralized Finance, donc finance décentralisée, finance Centralized Finance. La différence, c'est quoi? C'est que la CeFi, c'est les places comme Binance, KuCoin, Gate.io. C'est ce qui vous permet finalement de déposer vos euros et d'acheter vos premiers tokens. On n'a pas le choix que de passer par là pour commencer dans la crypto, mais c'est des plateformes qui sont tout aussi centralisées que les banques, puisque elles détiennent vos tokens, elles détiennent vos cryptos, et en échange, elles vous donnent accès à leur application. Vous vous connectez à la plateforme, vous avez fait votre KYC, donc Know Your Customer, vous êtes obligé de prouver qui vous êtes avec votre carte d'identité, donc c'est absolument pas décentralisé et anonyme. Et en échange effectivement de ça,
vous avez accès à la plateforme, vous pouvez faire des transactions, mais les tokens que vous achetez, les cryptos que vous achetez, restent chez eux. Donc, si la plateforme elle tombe, comme ce qu'on a vu avec FTX, vous perdez vos cryptos. Contrairement à la DeFi ou la finance décentralisée, rappelez-vous, on enregistre en fait vos assets, vos tokens dans la blockchain. Et c'est grâce à votre wallet que vous y accédez. Et personne d'autre que vous n'y a accès. Et c'est vraiment ça la grosse différence. Donc, petite parenthèse et petit conseil, ne laissez jamais trop de tokens, trop d'assets, trop d'argent sur les plateformes. Puisque il est déjà arrivé par le passé que des grosses plateformes tombent. Et ensuite, rapidement, ces plateformes, donc, juste pour vous faire comprendre, dans les plateformes, vous avez effectivement la possibilité de trader, de faire pas mal d'échanges de tokens. Par contre, tous les tokens ne sont pas listés, c'est juste les plus gros. Donc, vous n'avez pas accès à tout ce que peut permettre la blockchain, contrairement au DEX où absolument tous les tokens, tous les projets sont disponibles. Il n'y a pas de limite. Et en fait, dans les DEX, la contrepartie, c'est vous. Quand je dis vous, c'est les gens qui ont décidé de mettre de la liquidité parce qu'ils seront rewardés pour mettre de la liquidité. En gros, vous pouvez effectivement, vous, en tant que possesseur de tokens, décider d'apporter de la liquidité dans les plateformes décentralisées. Et à chaque fois qu'il y a une transaction, vous recevez une partie des frais parce que vous avez permis à la transaction de s'effectuer en apportant de la liquidité. Et généralement, on apporte toujours de la liquidité par paire. Par exemple, vous allez apporter Ether USDT, vous allez mettre 50% d'Ether, 50% de USDT, vous allez déposer ça et ça va créer un nouveau token qu'on appelle Liquidity Pool Token. Pareil, je vous explique comment ça marche, à quoi ça sert et combien ça rapporte tout à l'heure. Mais juste le point à retenir, c'est que ces plateformes centrales sont utiles pour acheter des tokens parce qu'on peut déposer des euros et les transformer en stablecoin ou en bitcoin. Mais après, c'est mieux de les sortir et d'aller travailler sur des DEX avec des wallets type MetaMask, Trust Wallet ou autre pour effectivement être sur de la décentralisation, pour avoir accès à tous les tokens et surtout pour éviter à un moment donné que la plateforme tombe et de perdre ses assets. Un petit mot sur le wallet, donc la sécurité. Alors, vous l'avez compris, hein, la clé privée, c'est ce que vous ne devez jamais donner, c'est ce que vous gardez secret, c'est ce qui vous permet de régénérer l'accès à votre wallet. Donc, si vous le donnez, n'importe qui, n'importe où pourra générer l'accès à votre wallet et le vider. Et le drain, c'est ce qu'on appelle drainer un wallet, c'est qu'en fait, on vous a piqué votre clé privée, on le vide en quelques secondes et on l'envoie sur un wallet qu'on possède. Et c'est fini, vous pouvez absolument plus rien faire puisque comme c'est immuable, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois que la transaction est minée, inscrite dans la blockchain, on ne revient plus en arrière. Et donc, la clé publique, pardon, c'est la clé que vous pouvez communiquer à tout le monde. C'est là-dessus qu'on va vous envoyer des tokens en fonction de différentes opportunités, en fonction de ce que vous, effectivement, vous avez convenu avec l'intermédiaire. Etherscan ou BSScan ou Polyscan, etc., c'est ce qui permet de lire les blockchains et donc vous pouvez lire n'importe quelle wallet, n'importe quelle transaction. J'ai mis Ledger parce que pour moi, c'est ce qui permet en fait d'apporter de la sécurité supplémentaire à vos wallets, puisque il suffit en fait d'un simple clic sur un wallet pour valider une transaction. Quand vous mettez Ledger en plus, vous êtes obligé physiquement de cliquer sur deux boutons. Donc vous cliquez OK sur votre navigateur, sur votre wallet, et ensuite vous êtes obligé de cliquer sur deux boutons physiquement, donc devant vous, pour valider la transaction. Donc si un pirate vous pirate votre PC, ouvre votre wallet et décide d'envoyer de la crypto, pardon, et décide d'envoyer de la crypto, ben, s'il clique sur OK, il ne se passera rien tant que vous n'avez pas cliqué sur OK sur les deux boutons de la Ledger. Donc pour moi, c'est une sécurité qui est essentielle. C'est 100 euros bien investis puisque ça évite des problèmes de perte de tokens. Et si on est encore plus parano, j'ai envie de dire, là, on peut carrément décider de prendre du cold wallet, donc du matériel physique, du papier même, avec des QR codes qu'on mettrait dans son coffre. Mais je vais pas aller là, c'est trop loin comme, comme niveau de sécurité, ça sert pas à grand-chose. Et maintenant, on va rentrer dans la chose la plus sympa. Il nous reste 20 minutes pour vraiment voir les cas d'usage. Et je répondrai effectivement à partir de là à vos questions sur chaque sujet. Ça nous permettra vraiment de savoir si vous avez compris. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec la crypto? Comment on fait pour gagner de l'argent? Comment on fait pour investir?
Alors, j'ai décidé de commencer par quelque chose de très terrien, de très français, la pierre. On peut faire de l'investissement immobilier avec la crypto. Comment? Puisqu'en fait, vous l'avez bien compris, la blockchain permet de tokeniser, donc de créer des tokens et de rendre des actifs qui étaient à la base illiquides, bah, de les rendre liquides. Et en fait, depuis maintenant presque 8 ans, une société qui s'appelle Realty a décidé aux États-Unis, dans le Delaware, parce que c'est pas possible en France, c'est trop compliqué légalement, mais a décidé de tokeniser de l'immobilier. Comment? Bon, en fait, ils vont acheter des maisons. Alors, ils ont commencé à Détroit, ils ont toujours à Détroit parce que Détroit, c'était pas cher. Alors, à l'époque, on voyait plutôt 40-50 000 $ la maison. Maintenant, on est sur 80 000. Ça a augmenté, mais peu importe. Ils achètent des maisons, 50 000 $ par exemple, ils vont créer euh, 1000 tokens de 50 $ le token. Et donc, en fait, ça permet de faire de l'immobilier à partir de 50 $. Donc, monsieur et madame, tout le monde qui peut-être n'a pas les moyens d'acheter en physique, en propre, un bien parce que c'est devenu très onéreux, ou même n'a pas la volonté, la capacité d'aller vers les SCPI, ben, peut se dire pour 50 $, je peux acheter une fraction, puisque c'est ça, un token qui représente finalement un millième, une fraction d'un bien. Et l'idée, ben, c'est de faire de l'immobilier avec la tokenisation, avec la blockchain, de percevoir un rendement, puisque ces maisons vont être louées, donc vont générer des revenus passifs, donc des rendements, qui vont vous être payés en crypto, en USDC par exemple. Donc sur Realty, ils le faisaient tous les jours avant, avec des smart contracts, donc ils avaient automatisé le loyer divisé par 30, et c'était envoyé tous les jours sur l'adresse de chaque possesseur de token. Ça revenait trop cher en gas fee, donc ils l'ont un petit peu modifié. C'est plus tous les jours, mais c'est toutes les semaines ou tous les mois, je sais plus exactement. Mais ça permet effectivement de se créer un revenu passif avec des rendements qui restent très bons, puisqu'on le voit, un rendement de 9%. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que votre token, en fait, qui représente un millième de la valeur du bien, ben, en fait, vous pouvez le vendre n'importe quand, n'importe comment sur un second marché, sans passer par des frais de notaire, sans passer par des frais de cession ou de revente, si c'était une SCPI. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose de super liquide, alors qu'à la base, un bien immobilier, c'est quand même ce qu'il y a de plus illiquide. Donc, ça, c'est un cas d'usage. Et effectivement, ça permet de faire de l'investissement immobilier avec quelques dollars. Realty, c'est le premier à l'avoir fait, il y en a d'autres. Alors, je ne veux pas faire de pub ou quoi que ce soit, ou aller plus dans le détail, mais si vous cherchez sur Internet, il y a beaucoup de projets qui font ça. Pour l'instant, je pense que voilà, en termes de durabilité et de retour d'expérience, Realty, c'est vraiment les meilleurs. Et même si c'est des Américains, c'est deux Français, deux Parisiens qui l'ont créé. C'est des gens super sympas. Ils ont fait un truc qui marche vraiment très bien. Donc, si c'est pareil, ben, le but de cette présentation, c'est de vous permettre d'aller plus loin plus tard. Mais si vous voulez voir comment ça fonctionne, comment on fait pour envoyer de l'argent avec un wallet, etc., ça va justement être le sujet des prochaines sessions de formation. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, immobilier décentralisé. Deuxième cas d'usage, c'est générer des revenus passifs, pardon, avec la DeFi. Donc, on a plusieurs moyens de générer des revenus. Imaginons que vous achetez des tokens parce que vous vous êtes dit, vous avez fait une étude et vous vous êtes dit que le token, n'importe quoi, le token ABC, c'est un token qui va prendre de la valeur, mais vous vous dites, ben, j'ai pas forcément envie de le laisser dormir. Je me dis que je pourrais le placer, l'utiliser en attendant que je décide de le revendre pour qu'il génère de la valeur. Et là, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez décider de stacker. Donc, le stacking, finalement, c'est déposer dans un smart contract votre token. En échange, il vous rapporte du yield, donc des intérêts. Vous pouvez décider de le farmer, mais vous pouvez décider de créer des pools de liquidité. Alors là, je vais essayer de me connecter sur la plateforme et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, ok. Est-ce que tout le monde voit l'écran BeFi? Si quelqu'un pouvait juste dire oui ou non dans le chat, ce serait parfait. Oui, ok, super. BeFi, c'est un agrégateur. Donc, sur l'agrégateur, vous avez plusieurs plateformes qui sont centralisées et vous pouvez aller stacker. Donc, stacker, c'est encore une fois déposer un token que vous avez dans un smart contract
pour qu'il vous rapporte du rendement. Et vous voyez les différents rendements devant vos yeux. On est sur du 175% en APY. Donc, c'est des intérêts composés, hein, comparativement à de l'APR qui est de l'intérêt linéaire. Donc, c'est de l'intérêt composé. Parce que oui, BeFi, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des smart contracts qui vont automatiser la récupération des intérêts. Parce que normalement, sur une plateforme classique, vous devez aller valider, vous devez aller claimer, vous devez réclamer vos intérêts. Donc, faire une opération dans la blockchain pour réclamer vos intérêts. Et là, en fait, BeFi le fait automatiquement. Il récupère vos intérêts et il les replace. Donc, on crée de l'intérêt composé. Et ça, il le fait automatiquement toutes les 10 secondes, on va dire. Et des fois même plus rapide parce que c'est justement des pools où tout le monde va déposer. Et comme c'est fait automatiquement par des smart contracts, il n'y a pas d'interaction humaine, il n'y a pas besoin de cliquer toutes les 10 secondes sur je réclame mes intérêts. Et c'est comme ça qu'on arrive à générer des taux qui sont extrêmement intéressants. Alors là, c'est des tokens qui vont prendre de la valeur ou qui vont perdre de la valeur. Donc, c'est pas forcément intéressant de prendre ceux qui ont le plus d'APY parce que généralement, quand on est sur des rendements élevés, ben, les tokens ont tendance à perdre de la valeur. Mais ça peut être intéressant, par exemple, de placer des stablecoins qui ne perdent pas de valeur, puisqu'un dollar, un USDC ou un USDT vaudra toujours un dollar. Et on voit, par exemple, que sur Comic Finance, donc la plateforme Comic qui est agrégée sur BeFi, on a du USDC, donc on a du dollar avec un rendement de 30%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous mettez 10 000 dollars, vous avez 30% de rendement. C'est quand même juste 10 fois plus qu'une banque. Ça, c'est ce qu'on appelle le stacking. Vous allez stacker donc un token. Après, vous avez tout ce qui est farming. Le farming, c'est quoi? C'est en fait quand vous allez déposer deux tokens. Et là, je vais vous montrer, je vais aller sur un autre site qui est beaucoup plus clair. En fait, dans la DeFi, ce qui est important à comprendre, c'est que la contrepartie, quand on fait un échange, quand on fait un swap, quand vous décidez de dire j'échange 10 BNB ou un Ether contre de l'USDT, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire qui fait la contrepartie. La contrepartie, c'est la pool de liquidité. C'est toutes ces personnes qui sont venues mettre dans une pool de l'Ether et de l'USDT. Donc moi, si je dis, je veux par exemple, on va prendre le BNB puisqu'il est là, si je veux du BNB contre de l'USDT, c'est je vais déposer dans cette pool, par exemple, 10 BNB et je vais récupérer 5000 USDT parce qu'un BNB, ça vaut 500 dollars. Et à ce moment-là, dans la pool, on va rajouter les 10 BNB et récupérer effectivement 5000 USDT. Et pour faire fonctionner ces pools, on a besoin de personnes qui amènent de la liquidité, qui viennent déposer leurs tokens. Donc vous, en tant que possesseur de tokens, vous pouvez avoir du BNB et du USDT, vous ne voulez pas les vendre et vous vous dites, je vais les faire travailler. Pour les faire travailler, vous allez les déposer dans un smart contract, les deux en même temps, et ces deux vont fusionner pour donner un LP token, un liquidity pool token. Donc, vous allez recevoir un token qui va être représentatif en fait des 10 BNB et des 5000 USDT que vous avez déposés. Et ça, ce LP token, vous allez pouvoir le farmer. Et là, en fait, quand on vient le farmer, on dépose ce LP token dans une pool, une autre pool, qui va vous rapporter du rendement. Donc là, on voit par exemple les gens ont farmé du BNB et du USDT. Donc, ils ont déposé la liquidité dans le pool, ils ont reçu les LP tokens dans leur MetaMask, ils ont pris ce LP token et ils sont venus le déposer dans cette pool de liquidité contre un rendement de 208%. Alors, 208%, c'est payé comment? C'est pas payé en dollars, en USDC, en quoi que ce soit, c'est payé en cake. Cake, c'est le token de la plateforme qui vaut aujourd'hui 3,14 dollars. Donc, vous pouvez décider d'aller réclamer, d'aller claimer finalement vos tokens tous les jours, tous les 10 jours, ou d'utiliser des plateformes comme BeFi qui vont claimer automatiquement les tokens et donc qui vont les réinvestir. Donc là, vous avez déjà un moyen très simple, je dirais le moyen le plus simple de créer du rendement, c'est d'acheter des tokens, aller faire une paire, une pool, aller faire une paire, déposer cette paire à travers le LP token dans une pool et de le farmer. Donc, quand on parle de stacking, c'est un token que je bloque dans un smart contract, je le stack, il me rapporte un rendement. Quand on parle de farming, c'est toujours des LP, donc Liquidity Pool Token, donc toujours deux tokens que vous avez déposés et que vous allez farmer. Ça, évidemment, quand vous le déposez, vous pouvez le ressortir à n'importe quel moment. C'est pas du tout bloqué, hein, c'est totalement liquide. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour le faire, il faut simplement connecter son wallet MetaMask. Il n'y a pas de notion de KYC. Vous ne donnez pas votre identité. C'est totalement Web 3.0 friendly.
c'est effectivement le wallet, MetaMask ou un autre qui fait office de login et de mot de passe. Je vais revenir sur ma présentation. Euh, pour anticiper comment attendez, je vais voir pour anticiper comment pouvons-nous avoir la maîtrise de retournement en achat et en vente comme en analyse technique. Désolé, trop de coupures, problème des réseaux. Je pense qu'il y aura un replay. OK. Euh, ouais. Alors, je vais essayer de répondre à Alain qui pose la question de l'analyse technique, effectivement, sur les tokens, analyse graphique, chartiste, etc. Euh, je pense que, en fait, il y a plusieurs manières de travailler sur la crypto. Il y a cette partie trading, je vais y venir, où on se base sur du chartisme et on fait de l'achat-revente. Quand on achète des tokens et qu'on les met en farming ou en stacking, c'est effectivement qu'on attend quelque chose, souvent une hausse, et qu'on se dit qu'on veut pas les vendre pour l'instant. Mais pour moi, c'est totalement décorrélé en fait de toute cette partie justement achat-revente chartiste, parce que le but, notamment pour tout ce qui est Ether et Bitcoin, c'est peut-être pas de les trader, mais peut-être de les holder. Et si vous voulez trader pour ces tokens, ces cryptos, ces coins, je pense qu'il faut effectivement le faire sur des plateformes qui sont prévues pour. Mais à mon avis, dans un portefeuille bien équilibré, il y a une partie qu'on va trader, une partie qu'on va justement holder. Et au lieu de les holder pendant des années en se disant j'achète mon Bitcoin à 100 euros en 2016 et je vais le vendre à 1 million en 2030, ben, au lieu de les holder pendant 15 ans et rien en faire, ben, le but, c'est effectivement de générer des intérêts et de les déposer dans ces protocoles de farming et stacking. Mais je pense que c'est deux actions complètement différentes. D'un côté, on a les gens qui vont holder, qui vont stacker, farmer et générer de la valeur. Et de l'autre côté, on a les traders. Mais je vais y venir. Justement, trading, on peut le faire de deux manières. On peut le faire sur les plateformes centralisées euh, et on peut le faire sur les DEX. Alors, j'ai justement mis deux mindsets puisque euh, trader c'est bien, holder c'est bien aussi. Je pense qu'on peut vraiment dans un portefeuille équilibré, comme je vous l'ai dit, faire les deux. Il y a une partie qui se trade pour générer de la valeur et du rendement supplémentaire avec les leviers. Et le côté hold où à l'intérieur on génère de la sécurité. Et en fait, pour ça, il y a plusieurs plateformes. Alors, j'ai mis plateforme pour hold et trader. Alors justement, pour hold ces tokens, je déconseille les plateformes. Il faut, à mon avis, à mon sens, sortir les tokens qu'on veut garder sur le long terme des plateformes. Donc j'ai mis ça justement comme une alerte. Il faut sortir les tokens et les mettre soit sur un wallet comme MetaMask quand il s'agit des tokens Ethereum et compatibles, ou utiliser encore mieux un ledger pour tout ce qui est Bitcoin, Litecoin, etc. Ça évite effectivement que vos cryptos dorment sur une plateforme centralisée, puisque si elle tombe, vous perdez tous vos tokens. FTX est tombé, les gens ont perdu tous leurs tokens. Donc pour moi, le hold, c'est en dehors des plateformes, c'est sur tout ce qui est blockchain de manière décentralisée. Par contre, vous pouvez décider de trader sur des plateformes comme Binance. Alors Binance, suite aux nouvelles régulations, vous ne pouvez plus trader avec des leviers. Vous êtes obligé de faire du spot. Par contre, en France, on a encore accès avec KuCoin, Gate.io, où on peut faire du levier. L'avantage de ces plateformes par rapport à Binance, c'est qu'il y a beaucoup plus de tokens, il y a beaucoup plus de tokens disponibles. En fait, Binance ne liste pas tous les codes tokens. Beaucoup moins d'ailleurs que KuCoin ou Gate.io. KuCoin et Gate.io en ont un peu plus. Gate.io encore un peu plus que KuCoin. Et souvent, ce qui se passe quand les tokens arrivent sur ces plateformes, elles explosent parce que du coup, il y a beaucoup plus d'acheteurs que dans la finance décentralisée. Mais moi, ma recommandation, c'est de dire qu'on va un step plus loin, on va vraiment faire du trading sur les plateformes décentralisées, justement parce qu'on a accès à beaucoup plus de tokens. Et c'est ça l'avantage, c'est que quand ça arrive sur KuCoin ou Gate.io, ça a déjà pumpé, ça a déjà fait x10 ou x100. Ça n'a plus beaucoup d'intérêt parce qu'on fera x2, x3. Mais c'est pas ce qu'on cherche dans la crypto. Dans la crypto, on cherche des x10, des x100, des x1000. Et donc, pour moi, c'est vraiment la partie décentralisée que je peux vous apprendre effectivement à la suite de cette formation. Ensuite, investir dans les cryptos de demain. Là aussi, on se dit que on cherche des cryptos qui vont faire fois 10, 50, 100, 1000. Eh ben,
quand ça arrive sur Binance, c'est plus possible. Ça, c'est clair. Et donc, il y a plusieurs manières d'acheter des cryptos avant tout le monde, des cryptos qui n'ont pas encore pumpé, qui n'ont pas encore fait un multiple. Et une des meilleures manières de le faire, c'est en passant par des launchpads. Il y a une faute de français, désolé, enfin une faute d'anglais. Passant par des launchpads pour les acheter lors du TGE. Le TGE, c'est le Token Generation Event. C'est-à-dire que quand on crée le token et qu'on les distribue aux futurs détenteurs, à ce moment-là, le token, il peut être déposé sur des DEX, dans des pools, et à ce moment-là, il est tradable. N'importe qui peut décider d'en acheter ou d'en vendre. Donc le TGE, c'est quand on le crée et on le distribue. Et à ce moment-là, effectivement, bah, il n'a pas pumpé, puisqu'il a été distribué au prix où le fondateur du projet a décidé de le vendre. Donc il n'a pas encore fait de multiple. Par contre, on n'achète pas n'importe quoi sur ces launchpads. Alors, le meilleur launchpad pour moi, c'est DAO Maker. Je vais vous montrer. DAO Maker, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez décider d'acheter des tokens au lancement. Donc, c'est les fondateurs de projets qui arrivent, qui décident de déposer leur projet, qui mettent leur white paper et qui vous disent, voilà, ben, contre ton argent, je vais te donner des tokens. Et du coup, il y a un super track record sur cette plateforme. Elle a vraiment fait des choses sympas. On voit, ça, c'est les meilleurs projets, hein, classés par rendement. On voit que Private AI, GameFi, Victoria VR, etc., c'est des tokens qui ont fait pardon, AI 635 fois. Donc, vous avez mis 100 dollars, vous avez 635 fois vos 100 dollars. Donc, 63 570 dollars, c'est quand même un super rendement. GameFi, etc., moi, j'ai pu profiter de certains tokens de cette plateforme. J'ai pas eu de chance, j'étais pas dans les plus gros. Mais il m'est arrivé sur une autre plateforme, pour la petite histoire, de faire x 440. Par contre, la supply était tellement limitée que j'ai eu le droit d'investir seulement 10 dollars. Mais quand vous transformez 10 dollars en 4400 dollars, c'est quand même très sympa. Évidemment, on aurait voulu investir 100 ou 1000, mais c'était pas possible puisque la supply était super limitée. Par contre, sur DAO Maker et sur les autres plateformes de lancement, donc Launchpad, on n'achète pas tout et n'importe quoi. On vérifie la tokenomics, justement, donc l'économie des tokens. On vérifie la supply, on vérifie les allocations. Est-ce que l'équipe s'est pris 50% des tokens et finalement vous n'en avez que 1% et ces 1% représente déjà une grosse capitalisation? Est-ce qu'il y a un cliff, donc un délai de vente pour les gens qui ont acheté avant vous, souvent les venture capitalistes ou les business angels? Est-ce qu'il y a un vesting? Ça veut dire, est-ce que tout le monde peut vendre en même temps ou est-ce que finalement la libération se fait petit à petit et ça évite d'avoir une pression vendeuse sur les marchés? Est-ce que ce token, il a réellement un usage? Parce que le projet qu'on nous vend, est-ce qu'il sert à quelque chose ou est-ce qu'il sert à rien? Et quels sont les mécanismes derrière le token? Est-ce qu'on peut en créer d'autres? Hein, on vous dit, OK, on a un projet avec 1 million de tokens, on en donne 250 000 au Launchpad pour que les gens puissent en acheter, ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est 25% de la supply pour la population, donc c'est bien. Mais est-ce qu'on peut en mint? Est-ce qu'on peut en recréer derrière? Et si on peut en recréer, bah combien? Parce que c'est très bien de dire, OK, j'en ai 1 million et donc mon token, il est plutôt rare. Mais si on peut en créer 10 millions, bah vous allez être dilué. Hein. C'est comme dans la bourse, en fait, quand vous achetez une action d'entreprise et que vous en créez derrière parce qu'il faut lever des fonds, bah vous êtes dilué. Est-ce qu'il y a un mécanisme de déflation? Est-ce qu'on peut en brûler justement, ce qui crée effectivement de la rareté et du coup votre token il est censé prendre de la valeur. Tout ça, c'est l'économie des tokens et c'est quelque chose également que je peux vous apprendre puisque je suis plutôt expert en tokenomics. J'ai accompagné certaines startups et projets dans la création de leur tokenomics. Pour revenir à DAO Maker, il y en a d'autres. Avant, sur la D1, on était obligé de stacker 2000 DAO quand le DAO valait à peu près 2-3 dollars. Donc, il fallait acheter 2000 DAO de DAO Maker, il fallait les stacker. Donc, il fallait dépenser entre 2 et 3, enfin, deux fois, euh, pardon, il fallait 2000 tokens à 2 dollars ou 3 dollars, donc entre 4000 et 6000 dollars d'investissement, il fallait les bloquer. Et du coup, à ce moment-là, on pouvait jouer, on avait le droit d'avoir des allocations. Et c'était en plus vous stackiez, plus vous aviez une probabilité, une chance d'avoir une allocation. Aujourd'hui, ils l'ont changé justement pour rendre la chose un petit peu plus facile, pour qu'il y ait plus de monde qui puisse participer. Donc, on n'est plus obligé de stacker. On est toujours obligé d'en avoir hein, quand on veut acheter un projet, et on peut l'acheter effectivement avant. On peut juste l'acheter avant et le revendre. Par contre, ceux qui le stack, ils ont des avantages. On appelle ça les SHO, les strongholders. Ils ont des avantages puisque DAO, avec les frais qu'ils récoltent, ils rachètent une partie de la supply. Ils ont racheté pour l'instant 13% de leur supply, donc on crée une pression acheteuse. Et les gens qui stack ont plus de chances d'avoir une allocation et aussi un rendement de 15% sur leur propre token, le token DAO.
Donc ça, c'est les launchpads, c'est une manière de faire. Après, quand on veut investir encore plus en amont pour avoir un meilleur prix, parce que souvent, quand on arrive sur les launchpads, en ICO, IDO, Initial Coin Offering, Initial DEX Offering, on est sur un prix qui est déjà plus élevé que les insiders, les gens qui ont investi avant vous. Et là, j'ai un bon exemple, c'est un projet que j'ai accompagné. Le token, quand il arrive sur le Launchpad, donc en ICO, Initial Coin Offering, on l'a à 5 centimes. Et en fait, il y a des gens qui l'ont acheté avant, dans une private sales, à 2 centimes. Donc, ils ont déjà fait x2,5. Et il y a des gens qui l'ont acheté encore avant, en Friends and Family. Donc là, c'est une liste extrêmement restreinte d'investisseurs privilégiés qui ont pu acheter ces tokens à 1 centime. Donc, quand vous l'achetez sur un Launchpad à 5 centimes, il y a des gens qui ont déjà fait x5. Donc, probablement, vous pouvez déjà être leur porte de sortie. Ce qui veut dire que il vaut mieux l'acheter sur un Launchpad que sur Binance, mais il vaut mieux l'acheter en private sales ou en Friends and Family que sur un Launchpad. Comment on fait pour l'acheter effectivement en Friends and Family ou en private sales? Ben là, j'ai envie de dire, il faut être connecté, il faut être dans la communauté crypto et il faut avoir un espèce de deal flow dans lequel on vous propose des projets, des analyses de tokens justement, et vous vous dites, ben moi je suis OK pour investir très tôt dans le projet avec des conditions qui sont incomparables à ce qui se fera après. Et si vous tombez sur le bon token, bah là, c'est pas x10, mais c'est plutôt x100 ou x1000, comme certains VC ou Business Angel sur certains tokens. Il y en a plein qui ont effectivement fait ce type de multiples pour les investisseurs institutionnels qui sont rentrés au début. Ethereum, au début, ça a été une ICO à quelques centimes. Quand on voit que ça vaut aujourd'hui 5000 dollars et qu'il y a des gens qui l'ont acheté quelques centimes, on s'imagine le multiple. Je répondrai au chat à la fin, comme ça je termine les use cases, puisqu'il est déjà 19 heures, et on a fini dans 10 minutes les use cases, et ensuite je répondrai à toutes vos questions. Là, je passe sur quelque chose de très à la mode, mais très risqué. Après, c'est toujours pareil, hein, cette notion de risk-reward. Vous voulez des gros rewards, ben, il faut prendre des risques. Là, on est carrément sur des plateformes en fait qui permettent de screener tous les tokens qui sont lancés en temps réel. Vous décidez de créer un token, n'importe quoi, le truc le plus pourri, hein, désolé pour cette expression, mais le truc le plus pourri possible, vous décidez de créer ce token, vous allez le mettre sur un DEX, donc une plateforme d'échange décentralisée, vous allez apporter la liquidité en mettant de l'USDT, donc vous allez créer votre propre LP token. Eh bien, DexTool, DexScreener va screener en fait tous ces tokens qui sont créés sur les plateformes décentralisées et vont les afficher. Et vous pouvez décider d'investir dessus. Donc, dès qu'il arrive sur le marché, ce token, vous pouvez décider d'investir dessus. Mais comme il y a tout et n'importe quoi qui arrive sur les marchés, il faut avoir une certaine capacité aujourd'hui à faire le bon choix. Euh, je vais vous montrer Dextool à quoi ça ressemble juste pour vous, que vous ayez une idée. Vous allez voir, il y a des tokens qui sont créés sur certaines blockchains toutes les 10 secondes. Donc de là à savoir comment choisir quel est le bon, lequel va faire x1000 ou lequel va faire moins 99% dans les 24 heures, bah, il faut déjà être assez costaud. Il y a des outils, mais il y a quand même beaucoup de chances de se planter. Je vais vous montrer l'interface, c'est assez sympa, vous allez voir, c'est très dynamique. Euh, On va aller sur Pool Explorer. J'espère que tout le monde voit mon écran, mais je pense que oui. Là, on est sur Ethereum. Donc, on voit, ça, c'est tous les tokens qui ont été créés. Allez, celui-là, il a été créé à 10 secondes. Le PPWTH. Donc, c'est la pool qui a été, enfin, c'est la paire qui a été déposée dans un DEX. Et effectivement, là, quand on clique dessus, on voit la liquidité. Il y a 9000 dollars de liquidité. Et on va voir l'évolution, en fait, du graphique. Donc là, on se dit, ouais, c'est super, il a fait 82%, il fait que monter, et on voit toutes les transactions. Hein. Il n'y a que des transactions à l'achat, des gros montants. C'est franchement déjà louche. Après, on peut voir les adresses qui ont acheté. C'est pas les mêmes. Donc déjà, c'est bien parce que ça veut dire que c'est pas forcément que la même personne qui achète. Et on voit effectivement la courbe qui monte 129%. Donc vous voyez, en fait, vous pouvez générer 100%, 200%, 1000% en quelques secondes. Mais derrière tout ça, derrière cette courbe effectivement qui ne fait que monter, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vérifier, beaucoup de risques possibles. Déjà,
il faut se dire que ce token, il n'y a que 10 000 euros de liquidité, enfin 10 000 dollars de liquidité, c'est très peu. Il n'y a que 2 000 dollars de volume, c'est très très peu. Donc effectivement, 150% sur 2 000 dollars, c'est pas grand-chose. Donc après, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Il faut étudier en fait le token, il faut étudier le smart contract, il faut aller voir les réseaux sociaux, il faut aller voir le site. Là, les gars qui ont publié ça, ils sont même pas embêtés à faire un site ou un Twitter, il n'y a rien du tout. Donc moi déjà, j'investirais pas là-dedans, même si on a envie, hein, parce qu'en quelques secondes, entre le moment où je vous l'ai montré et maintenant, on est passé de 94% à 200% de gain. Ça donne envie, hein, clairement. Mais il y a plein d'arnaques. Il y a des rugs. Donc les rugs, c'est quoi? C'est les gens qui viennent déposer de la liquidité. Hein, donc ils viennent mettre leur nouveau token avec du USDT, ils créent leur paire. Donc ils possèdent le LP, le Liquidity Pool Token. Et vous allez en acheter. Donc vous allez créer, comment dire, vous allez créer l'attraction. Vous allez vous allez faire monter le prix, puisque plus il y a d'acheteurs, plus le prix va monter. Donc, vous allez posséder le token. Et au bout d'un moment, quand il aura bien pumpé, quand on va voir effectivement la market cap qui va passer de 10 000 dollars, comme on a vu, à 100 000 ou 200 000 ou 500 000 ou 1 million, le type qui est derrière, il va faire un rug. Il va retirer son LP token, il va le sortir de la poule et il va prendre les fonds qui sont dedans, à savoir beaucoup d'USDT, 500 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars, tout ce qu'il a récolté. Et du coup, votre token ne vaudra plus rien, puisqu'il n'y aura plus de contrepartie, puisqu'il n'aura plus de valeur. Et là, vous voyez la courbe qui fait que monter, monter, monter. Et d'un coup, paf, elle tombe à zéro. Et vous êtes fait tout simplement scammer, arnaquer, je ne peux pas dire autrement. Il y a aussi les honeypots, où dans le smart contract, il y a le code. Le code du smart contract fait que vous ne pouvez pas le revendre. Vous pouvez que l'acheter, mais pas le revendre. Donc avant, on a vu qu'il n'y avait que des achats, il n'y avait aucune vente à la courbe, elle ne faisait que monter, 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 elle était que verte, il n'y avait pas de petites courbes rouges. Eh bien, si effectivement vous n'avez que des achats et jamais aucune vente, ça peut être bizarre et c'est ce qu'on appelle des honeypots, c'est qu'en fait vous n'avez plus la possibilité de revendre ce token. Donc vous l'achetez, vous voyez le prix qui monte, mais votre token il vaut zéro parce que vous ne pouvez pas le revendre. Donc pour vous, il est carrément obligatoire d'analyser le smart contract et de faire quelques vérifications d'usage pour savoir ce que vous achetez. Ensuite, pour aller encore plus loin, il y a tout ce qui est mème sur PumpFun. Je ne vais pas aller dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez acheter des meme coins. Là, c'est encore pire parce qu'il n'y a même pas, c'est même pas des projets à proprement dit. Il n'y a même pas de white paper, il n'y a même pas de site, il n'y a rien, il n'y a pas de Twitter. C'est juste quelqu'un qui met une image et qui fait un mème. Alors, il y a des mèmes qui sont devenus célèbres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Peanut, cet écureuil là qui était la star des réseaux sociaux aux États-Unis. Et en fait, il y a quelques semaines, un peu plus d'un mois, il y a le département de conservation de l'environnement de New York qui est venu frapper à la porte de son propriétaire et qui a dit bah voilà, cet écureuil il est dangereux parce qu'il peut être enragé, hein, il peut effectivement transmettre la rage. Donc ils l'ont récupéré, ils l'ont euthanasié. Et du coup, il y a un gars qui s'est dit, en fait, comme c'était une star des réseaux sociaux, cet écureuil, et que ça fait le tour du monde, il a créé un token qui s'appelle le Peanut, donc le nom de l'écureuil. Il l'a créé avec 10 000 dollars et ça a pris tellement de hype que c'est monté en termes de market cap, c'est monté à plus de 2 milliards de dollars. Donc, on est passé d'un token qui avait une market cap de 10 000 dollars à plus de 2 milliards. Il y a une personne un trader, qui a déposé 16 dollars et qui, en quelques jours, en 10 jours exactement, a pu sortir 3 millions. Donc, il a transformé 16 dollars en 3 millions. Donc, ça, tout est possible maintenant pour tomber sur le bon token au bon moment, parce que sur PumpFun, justement, c'est sur PumpFun qu'a été créé Peanut. Il y a toutes les secondes, vous avez des tokens qui sont créés. Donc, vous pouvez vous planter 10 000 fois, 100 000 fois avant de tomber sur le bon. Donc, évidemment, l'histoire est belle, mais passer de 16 dollars à 3 millions, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. L'argent magique, ça existe sur Internet et dans la crypto, ça existe. Mais franchement, pour tomber sur ce type de token, faut soit avoir beaucoup de chance, soit connaître effectivement les gens qui le lancent. Mais c'est beaucoup, 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 beaucoup de risques de perte pour tomber une fois sur un token qui va faire x10, x100, x1000, x10 000. Donc, je ne saurais pas forcément trop vous conseiller d'aller sur ce type de plateforme sans avoir une vraie maîtrise en fait des tokenomics, de la blockchain, de comment on fait, quels sont les outils qu'on utilise, etc. Ensuite, il y a un truc sympa aussi si vous voulez faire euh,
si vous voulez gagner de l'argent sur la blockchain sans forcément trop investir, c'est les airdrops. Les airdrops, hein, littéralement, des tokens qui tombent du ciel, qui pleuvent. C'est en fait quand vous participez de manière communautaire à certains projets, quand vous êtes actif sur les réseaux, quand vous êtes actif sur la plateforme, quand vous faites des testnets, quand le projet lance son token, vous recevez une partie de ces tokens. Et là, le premier qui a créé ça en 2020, le premier qui a lancé la mode des airdrops, c'est Uniswap. Il fallait faire un swap, donc un échange, transformer de l'Ether en USDT ou inversement. Un échange et vous étiez éligible. Vous receviez 2000 Uni. À l'époque, ça valait entre 1500 $ et 2000 $ le lancement. Et si les gens l'ont gardé, ça est monté jusqu'à 20 000 $. Donc, un airdrop, 20 000 $ en gain, sans aucun frais, sans risque. Et si vous voulez chercher tous les projets qui n'ont pas de token, parce que le but c'est ça, hein, c'est de trouver et de participer aux projets qui n'ont pas de token, en espérant qu'ils en lancent un et qui vous airdrop des tokens lorsqu'ils créent leur token, on peut aller sur Defilama. Defilama, c'est un site sur lequel vous avez tous les projets avec leur valeur, avec ce qu'ils font, etc. Et vous avez un lien, une partie airdrop. Et là, on vous présente tout simplement les tokenless protocoles, donc les protocoles sans token, qui pourraient faire un airdrop. Donc là, simplement, il y a des exchanges, il y a des plateformes où on peut stacker, il y a des plateformes d'IA, il y a des plateformes de trading, il y a plein de trucs. Et il suffit de faire des échanges dessus, de stacker, de participer, et vous pourriez potentiellement être éligible à un airdrop. Et pour la petite histoire, je vais vous en raconter même deux. Pour les deux petites histoires, j'avais participé à l'époque justement sur Uniswap. J'avais déposé de la liquidité pour un projet de finance élastique, EFI, Elastic Finance, qui s'appelait Ampleforce. Donc j'avais déposé de la liquidité sur le token Ample et j'avais mis de l'Ether de l'autre côté. Je me souviens, j'avais mis 1000 $. Et en fait, le token avait pris de la valeur, l'Ether aussi. J'avais pris des commissions sur les échanges. Et en fait, ces 1000 $ sont transformés en 3000 $. Et un jour, en fait, le projet Ampleforce a décidé de créer un token de gouvernance qu'ils ont appelé le Force pour en fait faire Ample, donc Ampleforce. Et du coup, ce token de gouvernance a été airdroppé, a été distribué à toutes les personnes qui avaient participé euh, à, euh, hum, ouais, à tout ce qui était pool de liquidité pour faire en sorte que ce projet puisse exister et prendre de la valeur. Et j'avais vu sur Twitter, sur YouTube, des gens qui avaient fait des vidéos qui disaient j'avais reçu 500 $, 1000 $, 5000 $, 10 000 $. Et je m'étais connecté sur effectivement le site pour claimer mes tokens et pour voir si j'étais éligible. Donc oui, j'étais éligible et je me suis connecté pour claimer mes tokens. Et en fait, ils avaient rewardé à fond les personnes qui avaient apporté de la liquidité, beaucoup plus que toutes les autres actions. Et moi, à l'époque, j'avais pu claimer 805 tokens. Et quand je suis allé voir le prix du token, on était sur 50 $. Donc juste avec un airdrop, j'ai récupéré 40 000 $ en quelques clics alors que j'ai déposé 1000 $ qui m'ont rapporté 3000. Donc ça a été un super investissement. Et du coup, je me suis un petit peu spécialisé dans les airdrops et j'en ai chassé pas mal. C'est pour ça que j'ai participé à pas mal de projets, ce qui m'a permis d'un côté de me former, mais aussi d'un autre côté de récupérer des airdrops. Il y en a par contre un que j'ai loupé, c'est Hyperliquid, parce que j'avais pas le temps. C'était le dernier airdrop, le plus gros en date. C'était une plateforme de trading et à chaque fois qu'on faisait des trades, on avait des points. Et en fait, les points sont transformés en tokens quand ils ont lancé leur token il y a une semaine. Et il y a pas mal de gens qui ont récupéré plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et j'ai vu plusieurs personnes qui ont récupéré entre 500 000 et 1 million en valeur sur le token de Hyperliquid. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est quand les gens ont posté sur Twitter, comme la personne qui a mis j'ai gagné 548 000 $. À ce moment-là, le token, quand il est arrivé, quand il a été créé, donc quand on a eu le TGE, donc Token Generation Event, quand il a commencé à être échangé sur les DEX, il cotait 4 $. Et ce même token, il est monté à 12 $ hier. Donc les gens, s'ils ont gardé leur airdrop de 500 000 $, ils ont 1,5 million aujourd'hui, alors qu'ils ont absolument rien fait. Ils ont simplement passé quelques trades. Alors quand on a eu 500 000, sûrement beaucoup, mais ils ont simplement tradé sur une plateforme et ils ont été rewardés
de 500 000 dollars, 1 million, 2 millions. C'est plutôt incroyable. Et donc, les airdrops, il y en a tout le temps. Il faut simplement savoir où chercher l'information et être un petit peu actif et avoir du temps et être actif sur la blockchain. L'arbitrage, c'est une manière aussi de, là je vais être très rapide, c'est une manière de faire de l'argent sur la crypto. On peut très bien décider d'aller louer une crypto sur une plateforme, par exemple de payer 10% annuel pour louer la crypto et d'aller la déposer sur notre plateforme qui, elle, reward 20% pour cette même crypto. Donc vous la louez à 10% et vous allez la déposer, vous êtes payé 20%. 10% dans votre poche, c'est plutôt facile. Euh, je vous ai effectivement aussi parlé de plateformes pour staker des stablecoins. On en a vu tout à l'heure. Pour moi, la meilleure, la plus sûre, c'est Aave. On a des rendements aujourd'hui qui se situent entre 10 et 20% pour stacker du stablecoin qui ne bougera pas en termes de valorisation. Donc, c'est comme si vous stackez vos euros sur un livret dans une banque, quand même un petit peu plus de risque, mais à la place de les stacker, de les bloquer à 3%, vous les stackez à 15%, à 20%, et en plus, vous pouvez les retirer quand vous voulez. Il suffit d'une opération sur la blockchain vous vous connectez à votre wallet, vous décidez de les retirer, vous faites 3 clics et c'est retiré. Donc ça, c'est un moyen très simple que je peux également vous montrer plus tard de générer du revenu. Ensuite, et j'ai presque fini, sur la blockchain, on peut aussi aller sur des sites comme Polymarket pour parier sur l'avenir. Et là, vous avez, je vais me connecter, vous avez plusieurs questions qui sont posées. Est-ce que Trump va gagner ou perdre? Est-ce que Trump va choisir tel et tel ministre pour son gouvernement? Et en fait, vous décidez de déposer un certain montant, et en fonction de la probabilité, vous allez être rewardé d'un montant plus important. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Par exemple, euh, quel choix de Trump va être confirmé? On estime aujourd'hui qu'il va choisir comme un de ses ministres Pete, je ne sais pas prononcer le nom, on va dire Pete. Et en fait, on pense, puisqu'il y a tout le monde, enfin, il y a eu plus de dépôts sur le yes que sur le no. Donc, on pense qu'il y a 71% aujourd'hui de chances que cette personne va être choisie dans le gouvernement Trump. Donc, si vous pensez que c'est le cas, vous pouvez décider de déposer effectivement quelques dollars sur ce choix-là, donc sur le yes. Et là, globalement, le ratio, ben, c'est 7 pour 10. Vous déposez 10 dollars, par exemple. Donc, vous achetez le token à 70, 71 centimes. Et si c'est le cas, s'il est choisi, vous allez recevoir 1 dollar. Donc, pour 10 dollars d'investi, vous pouvez gagner 14 dollars. Vous pouvez recevoir 14 dollars. Donc, un gain de 4 dollars, 40%. Retour potentiel 40%. Et évidemment, bah, il y a des choix où vous allez avoir beaucoup plus de potentialité. Par exemple, on va prendre la décision de la Fed sur les taux directeurs en décembre. Alors, si vous pensez qu'on va baisser de 75 points de base le taux directeur en décembre, quand effectivement la Fed va annoncer son taux, là, vous cliquez là-dessus, vous achetez à 3 centimes, donc vous mettez, je dirais, je sais pas, 100 dollars. Et si effectivement, chaque fois que vous déposez 3 centimes, vous recevez 1 dollar, ben, si vous déposez 100 dollars, vous recevez 24 637 dollars. Par contre, la probabilité que la Fed descende ses taux directeurs de 75 points de base en un coup en décembre est quasiment nulle, pour ne pas dire nulle, d'où le rendement, 24 537% de rendement. Et ça, en fait, ça permet presque de prédire mieux que n'importe quel institut de sondage parce que ben, les gens jouent leur propre argent. Donc, on estime que ça fait office à quelque part d'outils de prédictibilité sur les différents marchés. Alors, les différents marchés, on a sport, on a politique, crypto, pop culture, business, il y a absolument tout là-dessus. Donc, c'est une manière, en fait, d'utiliser la blockchain et de générer de la valeur si on est vraiment sûr d'avoir fait les bons choix. Je le recommande pas forcément parce que c'est quand même beaucoup de hasard, c'est comme les paris sportifs, etc. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un Français qui avait fait le plus gros trade sur la plateforme. Il avait parié que Trump allait sortir. Il allait déposer 20 millions quand on était sur du 50-50, donc il a récupéré 40. Et en fait, il a expliqué comment il a fait pour être sûr que Trump allait sortir. Et je vous passe le détail, mais ça a été vraiment assez incroyable. Donc, c'est un Français qui a fait le plus gros trade et qui a pris 20 millions sur un trade sur Polymarket. On peut aussi faire du poker
décentralisé sur la blockchain. L'avantage, c'est qu'en fait, tout est enregistré dans la blockchain, donc toutes les transactions, toutes les mains, donc vous pouvez aller voir. Ça évite les arnaques, ça évite que le programme soit contre vous. C'est une manière d'utiliser la blockchain. Il faut être amateur de poker, voilà. Et, il y a le play to earn, donc le gaming, où vous êtes payé pour jouer. Par exemple, le plus connu, c'est Axie Infinity. Vous pouvez gagner des tokens que vous pouvez échanger contre des USDT, donc des dollars. En gros, vous achetez des NFT, donc des tokens non fongibles, qui représentent des petits personnages. Et ces personnages, ben, vous les faites combattre. Et ben, quand vous gagnez, vous recevez des tokens, etc. Vous pouvez acheter vous pouvez les équiper avec vos tokens et acheter Il y a vraiment une économie en fait dans le jeu. Vous pouvez dépenser vos tokens pour améliorer votre personnage, mais vous pouvez aussi utiliser les tokens que vous avez gagnés pour les échanger contre des dollars que vous pouvez un jour retransférer sur votre banque, sur votre compte bancaire en fiat en payant la flat tax. Quoi d'autre, puisque ben, le temps passe, le but c'est de terminer. Quoi d'autre, c'est ben il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Le mining, hein, il y a des gens effectivement qui sont spécialisés dans le mining, donc les mineurs, qui font tourner la blockchain. Ça demande beaucoup d'investissement en termes de matériel, en termes d'énergie, en termes de lieux pour stocker effectivement toutes ces machines. J'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais je saurais en parler si vous êtes intéressé. Et il y a aussi ce qu'on appelle le node mining, mais je vais pas rentrer non plus dedans parce que les ROI sont pas bons. Et c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas intéressant sur la blockchain. Bon, le but, c'était vraiment de passer en revue l'ensemble des possibilités de la blockchain, tout ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec les tokens. Je suis pas rentré dans les détails, je vous ai pas montré comment ça marche. On n'a pas fait de transaction avec les wallets, on n'est pas allé sur MetaMask, on aurait pu s'échanger quelques tokens pour voir comment ça fonctionne. On aurait pu aller sur Etherscan pour voir comment lire une transaction, pour voir comment lire un portefeuille. On peut faire plein de choses. Mais ça, je peux pas le faire en 1 heure. Donc, c'est le but, effectivement, de la formation, de la next step, la prochaine formation qui est prévue. Alors, on n'a pas de date, mais le but de cette prochaine formation, c'est pas prendre 1 heure, mais c'est prendre peut-être 2 heures, 3 heures et vraiment de vous faire manipuler, hein, de vous faire créer un compte sur un exchange centralisé, ensuite d'envoyer des tokens sur votre wallet et à partir de là, de votre wallet, c'est de travailler sur les plateformes décentralisées, c'est d'aller faire du stacking, du farming, c'est d'aller trader, c'est d'aller faire plein de choses, acheter un petit peu d'immobilier, peu importe. On pourra faire tous les cas d'usage qu'on a vus auparavant et on a même envie d'aller plus loin. On a comme projet avec Waldata de créer un token, le Wall Data Token, et de mettre en fait tout ce que je vous ai montré en termes de tokenomics, le minting, le burn, etc., et de le mettre sur une plateforme décentralisée pour que vous puissiez l'acheter, de créer un usage autour de tout ça. Si vous achetez des tokens, vous avez accès à telle et telle chose, et justement de faire en sorte que vous puissiez faire des transactions dessus et de créer de l'attraction pour que le prix du wall ne fait qu'augmenter. Peut-être qu'un jour, bah, tout le monde décidera de le vendre et ça baissera, mais en tout cas, de créer de l'attraction positive pour vous montrer finalement comment fonctionne l'économie d'un token qui serait notre propre token de la communauté World Data. Ça serait plutôt marrant et assez fun de le faire tous ensemble et de vraiment suivre jour après jour son évolution, voir qui échange avec qui. Peut-être que les gens seront d'accord pour donner effectivement leur adresse de portefeuille et montrer ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait et comment ils l'ont fait. Et vraiment, ça permettrait d'utiliser un cas d'usage de notre propre token pour étudier toute cette partie tokenomics et voir un petit peu comment la psychologie des marchés va faire évoluer ce token. Donc ça, c'est un projet. Alors, ça se met pas en route en 2 heures. Il va falloir qu'on travaille le sujet. Donc, pour l'instant, j'ai pas de date, mais les équipes de World Data viendront vers vous, effectivement, pour vous communiquer les dates par la suite. Mais voilà un petit peu comment on voit la suite. Donc, formation qui va vous permettre vraiment de travailler ces cas d'usage et le token wall avec tous les usages qui sont derrière, le white paper, etc., qu'on écrira ensemble. En tout cas, moi, j'ai fini pour ma présentation. Je vais répondre rapidement aux questions qui sont dans les chats et après, je repasserai la main aux équipes de Wildata puisqu'il est déjà 19h24. J'ai largement consommé le temps. J'en suis désolé, j'ai été très, très bavard, mais j'avais pas mal de choses à vous présenter. Euh, alors, Alain qui nous dit, Alain, j'avais répondu, Patrick, les coupures, ok. Alain, je vous remercie. Comme vous dites, des tokens peuvent gagner, mais perdre à la valeur, c'est pas rassurant. Oui, alors, on est dans la crypto, hein, des arnaques, il y en a beaucoup. C'est justement pour ça que
avant de passer à l'action, je pense qu'il faut se former un minimum parce que je vous ai parlé un petit peu de sécurité, de clés privées, clés publiques, etc. Euh, Franchement, avant de faire quoi que ce soit, attendez d'avoir fait quelques transactions avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, mais formez-vous parce que pour la petite histoire, j'ai formé un start-upper qui était très connu. J'ai fait une session avec lui. Il a compris comment ça marchait. Je lui dis, attends demain, on se revoit pour faire tes premières transactions. Il n'a pas attendu. Il se connecte le lendemain. Il m'a dit, ah, mais en fait, je crois que je me suis fait vider mon wallet. Je lui ai dit, t'avais combien? Il avait 10 000 $. Il a perdu 10 000 $. Et c'était effectivement ben, de l'argent qui s'est fait drainer, qui s'est fait aspirer parce qu'il a fait n'importe quoi. Donc, avant de faire une transaction, attendez d'avoir un petit peu un minimum de formation et de pratique pour passer l'action. Ensuite, Alain qui nous dit le Bitcoin, j'anticipe le comportement d'orientation sur les différentes unités de temps. Oui, on peut effectivement utiliser des analyses chartistes sur différentes orientations de temps pour anticiper le comportement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour moi, le Bitcoin il est plutôt, on va plutôt vers le nord dans le sens où il y a une adoption grandissante des institutions. Le gouvernement américain veut faire une réserve d'1 million de Bitcoin. Donc, pour moi, on est sur un bull run. Maintenant, effectivement, il y a des dumps, on le voit hein, sur le marché, on peut avoir des -5, -10%. C'est un petit peu le jeu dans les cryptos, c'est effectivement de survivre, surtout si on est en levier à tous ces dumps. Pourriez-vous nous indiquer une banque qui convertit en euros un token? Il n'y a pas de banque qui convertit un euro en token. Il faut faire un virement ou un dépôt CB sur une plateforme centralisée. Donc, encore une fois, ce qu'on appelle les CEX, Centralized Exchange. Donc, vous déposez vos euros sur un exchange comme Binance, KuCoin, avec soit votre CB, soit un virement. Et à partir de là, vous achetez vos tokens. Ce qui est bien souvent, c'est de transformer votre euro soit en Bitcoin parce que vous les gardez ou dans un stablecoin, USDC, USDT. Vous le sortez de l'exchange, vous le mettez sur votre wallet. Enfin, vous le mettez sur la blockchain et vous y accédez grâce à votre wallet. Et après, vous allez travailler sur la DeFi dans tous les cas d'usage que nous avons vus précédemment. Ça, c'est le cheminement. Et ça, pareil, on vous enverrait de la documentation pour le faire afin d'être prêt lors de la prochaine formation. Euh, Moi, j'ai fini. Je vais laisser la main, s'il le souhaite, aux équipes de Wildata. Et si c'est pas le cas, si personne ne se manifeste dans les 15 prochaines secondes, je vais clôturer ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute et pour les questions que vous avez posées. Je vais attendre 15 petites secondes et puis je fermerai par la suite. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et les équipes de Wildata vous répondront pour la copie du webinaire sans aucun doute. Bonne soirée à tout le monde et merci d'avoir participé. Au revoir.